Bonjour, je m'appelle Anne Puech-Garcia, je suis maîtresse de conférences en art visuel des pays hispaniques à l'Université de Rennes 2. Alors, je travaille sur les arts visuels des pays hispanophones et en particulier sur la peinture et la peinture dans l'espace public ainsi que les écritures spontanées dans l'espace public. J'ai travaillé sous la direction de Roselyne Mogin-Martin à l'Université d'Angers, une thèse donc de doctorat qui s'intitulait Street art contestataire et revendicatif dans l'Espagne du début du XXIe siècle, forme et pouvoir d'un engagement esthétique, social et politique. Et j'ai soutenu ma thèse en 2014. Très bien. Alors, est-ce que ta thèse, c'est l'aboutissement d'un parcours, conventionnel avec une licence, une maîtrise, un DEA ou master 1, master 2? Ou est-ce que tu as fait des choses, des petits à côté, des choses originales à nous raconter? Alors, je pense que j'ai suivi un parcours plutôt classique de licence et de maîtrise DEA à l'Université d'Angers en LLCER. Pardon, pas à l'Université d'Angers, à l'Université de Limoges. J'ai été inscrite en licence et en maîtrise et en DEA à l'Université de Limoges. J'étais tout au long de ma scolarité étudiante salariée à temps plein aussi. J'étais assistante d'éducation dans le secondaire. Et mon parcours universitaire a été entrecoupé de séjours longs en Espagne, au Pays Basque et à Valence. Et ensuite, je me suis adressée à Roselyne Mogin-Martin, qui travaille à l'Université d'Angers et qui est spécialiste de bande dessinée et de Carlos Jiménez en particulier. Elle a accepté de m'accompagner sur ce sujet de l'art spontané dans l'espace public, non sans étonnement au départ. Et donc, elle a accepté, mais à la condition que je m'inscrive avant et que je me présente à un concours de l'enseignement du secondaire. Ce que j'ai donc fait, j'ai préparé le CAPES à l'Université d'Angers et 10 mois plus tard, une fois le concours en poche, j'ai pu m'inscrire officiellement donc, et commencer ma recherche sur l'art dans l'espace public sous la direction de Roselyne Mogin. Et donc, Roselyne Mogin m'a accompagnée pendant ces 5 années, m'a démontré un soutien sans faille et j'ai travaillé avec elle voilà, de façon avec une grande bienveillance. Voilà, en général, je cherche toujours à savoir d'où te vient ce goût pour ta discipline, l'envie de travailler sur ce sujet, quelle est la généalogie de toute cette affaire? Euh, le choix pour ce sujet d'étude, il a été d'abord, il est dû à un intérêt grandissant pour la recherche dans les arts visuels, intérêt qui a commencé réellement à partir de la maîtrise, durant laquelle j'ai présenté un travail sur le cinéma de Luis Buñuel. Et ensuite, en DEA, je me suis intéressée à la photographie, et à la photographie d'ukulélé en particulier. Et à partir de là, j'ai compris que les arts visuels pouvaient avoir cette puissance poétique et rhétorique, et puis révéler aussi une part d'engagement des auteurs, de leurs auteurs. Donc j'étais vraiment très intéressée par ce rapport-là entre l'image, l'aspect esthétique et ce que pouvait révéler l'image au-delà de la forme. Et j'en suis venue aussi à étudier les inscriptions dans l'espace public parce que j'étais moi-même assez sensible au graffiti et au tag que je pratiquais à titre personnel. Et j'ai été frappée de constater dans les années 2004-2008 qu'il y avait une évolution qui se jouait sur les murs de la ville. Peu à peu, aux signatures classiques réalisées à la bombe de peinture, s'ajoutaient des interventions plus singulières, des peintures, des écritures ou des posters, des affiches, euh, qui formaient un agrégat d'images, une forme de cacophonie assez amusante et que je souhaitais étudier dans un cadre plus universitaire. Mais c'est vraiment en me rendant à Grenade et à Madrid que m'est venue cette idée précise de travailler sur les interventions artistiques spontanées ou celles qui se veulent artistiques. Euh, et, et voilà, en visitant ces villes, je me suis aperçue que certains quartiers étaient
très occupé par ce type d'intervention. Et ce qui était intéressant aussi, c'était ce syncrétisme qui existait, cette transition entre le graffiti classique et la peinture plus académique. Il y avait des interventions qui mélangeaient texte et image. Et cela m'avait euh, paru intéressant et j'ai commencé voilà, à ébaucher un projet de thèse en visitant Madrid et Grenade. Alors, tu as dit ma directrice, enfin, la personne avec qui je voulais travailler a été surprise quand je lui ai proposé mon sujet. Alors, pourquoi? Enfin, j'imagine, parce que c'est vrai que surtout en 2008, c'est pas exactement le genre de sujet, des sujets sur lesquels on travaillait. C'est quand même assez original. Et donc, je voudrais savoir ce qu'elle t'a dit et si tu as eu du mal à la convaincre de travailler sur cet objet. Alors, je suis allée rencontrer Roselyne Mogin pour lui présenter ce sujet et c'est vrai qu'au départ, elle avait été surprise puisque d'une part, c'était un sujet qui n'était pas ou peu abordé, en tout cas dans les études hispaniques, aucun travaux n'avait été mené sur le sujet. Et puis, d'autre part, euh, les interventions sur les murs dans l'ouest de la France n'étaient peut-être pas aussi abondantes qu'elles l'étaient à Madrid ou à Grenade. Et donc le sujet l'avait interpellée, mais ça n'a pas été difficile de la convaincre puisque Roselyne Mogin est une chercheuse qui s'intéresse à des objets d'études un peu singuliers. Et donc elle avait accepté malgré tout, et après lui avoir montré un corpus de photographie, de m'accompagner dans ce travail. Et alors, à ton avis, pourquoi enfin, d'abord, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de ces je vais utiliser le mot que tu as employé, œuvres ou interventions, plus, à Paris ou à Madrid ou, dans le sud de l'Espagne? Et le cas échéant, comment tu expliques qu'il y en ait tellement, en Espagne? Ah, c'est une bonne question. Alors, je dirais que bon, elles sont plus présentes parce qu'elles sont adressées aux passants et que, évidemment, c'est vrai qu'on trouve un public plus important dans les centres urbains, même s'il ne faut pas négliger ce qui se fait dans les espaces ruraux, puisque la peinture, dans les espaces ruraux, la peinture, l'art public, en fait, hein, le muralisme existe depuis longtemps. Mais il y a aussi, comment dire, un legs, un héritage de la pratique du graffiti hein, dans cette pratique de l'art dans l'espace public. On investit aussi des supports qui sont liés à l'urbanité, à la ville, pas seulement pour une question de public plus nombreux, plus important, mais aussi parce que c'est une façon de sortir de l'anonymat, de se démarquer de la masse. Et donc, les villes sont aussi plus investies en ce sens. Et après, alors l'Espagne, elle est, euh, elle est touchée pour différentes raisons. Alors, moi, je vais parler de Madrid et de Grenade que je connais un peu mieux. Je pense que ces deux villes, elles sont touchées aussi pour des raisons différentes chacune. Madrid parce que je pense que l'aspect de contestation a joué dans cette multiplication des signes, puisqu'elle a été gouvernée pendant longtemps, à la fois au niveau de la mairie, de la région, et aussi à un moment nationalement par le Partido Popular. Et Madrid, pour le coup, étant euh, voilà, très orienté Partido Popular, à la fois à échelle locale, régionale et nationale, eh bien, beaucoup d'artistes ont investi la ville pour créer une forme de contre-pouvoir. Mmh. Et à Grenade, alors il y a aussi, pardon, Madrid évidemment, le fait qu'il y ait une pratique du graffiti euh, voilà, qui était très ancrée aussi. Et il y avait cet héritage-là d'occupation de la ville par le signe qui existait. Et à Grenade, il y a une tradition de pratique du graffiti importante. Et un groupe de graffeurs, et en particulier El Niño de las Pinturas, qui a, lui, pour le coup, aussi été très actif et toujours assez actif dans sa ville. Donc, ça explique que
ces villes soient occupées, ces murs soient très occupés. Alors, donc, attends, si je comprends bien, il faut en déduire qu'une ville où il y a peu d'interventions de cet ordre-là, c'est une ville politiquement molle? Il y a pas de contestation sociale, où les gens se contentent de subir, ce que la mairie, la région, l'État imposent? Alors non, en revanche, alors une ville qui va mettre par exemple en place, même si ils sont très contestés, hein, bien sûr, ces murs autorisés, mais une ville qui a une lecture plus ouverte de ce type de pratique va subir, entre guillemets, moins de vandalisme, même si évidemment il existe, hein, ça fait partie du jeu, en tout cas du graffiti, ça fait partie du jeu. Mais là, Esperanza Aguirre et Ana Botella avait mis en place des politiques de zéro écriture dans l'espace public, avait débloqué beaucoup de fonds pour embaucher des brigades anti-tag. Donc, évidemment, ça incite certains intervenants à intervenir davantage, de façon plus régulière, plus récurrente. Et donc, ça crée une dynamique et une surenchère. Mais est-ce que tu as pas l'impression quand il y a une espèce de collaboration entre les artistes et la ville pour, des endroits dédiés et cetera, que ça s'institutionnalise pas et que ça rend pas ça dilue pas un peu le message politique? Au bénéfice, par exemple, de l'octorialité, on les fait signer, tu vois? Il y a tout un truc, quoi. Est-ce que ça reste la même chose? Le même type d'expression? Alors, tu as raison, c'est vrai que c'est un débat qui est très actuel. L'institutionnalisation, elle s'est mise en place pour aussi maîtriser ce phénomène, pour donner une image de ville cool, de municipalité cool, de façon plus ou moins sincère, évidemment, c'est vrai. Et donc, les artistes ou les scripteurs ne sont pas dupes. En revanche, la- certains d'entre eux, en tout cas ceux que j'ai pu interroger pendant mon travail de thèse notamment, avaient la double casquette. C'est-à-dire qu'ils acceptaient de répondre à des appels d'offres, Mmh. puisqu'ils cela leur permettait d'être salariés et voilà, de réaliser ce qui leur plaisait, d'être payés pour ce qu'ils aimaient faire. Et par ailleurs, investissaient l'argent qu'ils touchaient dans des bombes de peinture qu'ils allaient ensuite utiliser de façon vandale dans l'espace public, de façon non autorisée. Donc voilà, il y a aussi ce- beaucoup d'artistes qui n'ont pas abandonné complètement l'idée de continuer à intervenir de façon libre, parce que tu as raison, de toute façon, le graffiti institutionnalisé ou alors graffiti institutionnalisé, les interventions picturales ou scripturales institutionnalisées, elles, euh, elles sont soumises à un cahier des charges. Mmh. Et même si il ne s'agit que d'une palette, il y a de toute façon voilà, des limites qui sont imposées aux intervenants. Et même si ces limites ne sont pas clairement établies, eux-mêmes vont parfois s'auto-censurer et ne pas, voilà, pour conserver finalement aussi des contrats ou de futurs contrats. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là qui est évidemment très, très important. Et donc non, ça n'est pas la même chose d'intervenir de façon autorisée et de façon spontanée. Mm. Allez, je te fais revenir à ta thèse. Oui. Alors, bon, quand tu réfléchis et tu te dis, même avec le recul du temps, qu'est-ce que tu as l'impression d'avoir démontré dans ton travail? Ce que je voulais démontrer au départ, c'était que ces interventions, elles pouvaient être étudiées au même titre qu'une œuvre d'art visuel classique, parce elles pouvaient montrer une forme d'engagement de leurs auteurs, engagement politique notamment, être des vecteurs d'idées. Elles pouvaient aussi bouleverser les normes académiques, esthétiques, et elles pouvaient être des objets militants, rompre des schémas de pensée. Et puis, donc, depuis des travaux ont été menés, hein,
universitaires sur le sujet, d'autres travaux pour étudier ce phénomène. Et on utilise maintenant le terme d'artivisme pour désigner certaines de ces interventions qui ont un contenu militant. Et c'est bien précisément ces œuvres d'art-là que je souhaitais étudier. Je souhaitais démontrer dans ma thèse quel était leur rôle et leur emprise sur le public auquel elles étaient destinées. Et là, pour le coup, il s'agissait d'étudier l'impact auprès des passants de certains quartiers madrilènes. Alors justement, puisque tu parles d'impact, dans Mhm. ta thèse, comment tu as mené cette enquête sur l'impact? Tu as arrêté des gens dans la rue en disant, «Bonjour madame, bonjour monsieur, quel est l'impact?» Enfin, comment tu t'y es prise pour que ce soit représentatif? Alors, pour que ce soit représentatif, je me suis basée sur les conseils d'une chercheuse qui étudiait la mémoire des réfugiés dans le Limousin. Sur les conseils de cette chercheuse, qui est Eva Léger, je me suis donc intéressée aux outils des sciences sociales. Et à partir de là, j'ai pu découvrir ce qu'étaient des questionnaires ou des entretiens semi-directifs, directifs. Et j'ai élaboré des questionnaires à destination des passants que je posais devant une œuvre en particulier. Donc, j'essayais de mesurer à quel point ils l'avaient remarqué ou non, à quel point, de quelle façon ils l'interprétaient, est-ce que cela les touchait ou non, cela les choquait. Voilà, l'idée était de recueillir un peu la vie générale sur l'art ou les interventions, les images dans l'espace public, et puis de voir de quelle façon ces œuvres avaient une influence quelconque sur ces récepteurs. Alors attends, techniquement, parce que j'adore les détails. Donc Oui. techniquement, en fait, tu laissais un petit paquet de questionnaires à côté. Tu allais te cacher dans un trou de souris et après tu allais récupérer tes questionnaires, mais du coup, est-ce que c'était pas toujours plus ou moins le même genre de personnes qui s'arrêtaient, qui prenaient le temps de te répondre? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tu sais, l'activiste Greenpeace avec, donc je n'avais pas de manteau vert, mais j'avais mes questionnaires sous le bras et j'arrêtais les passants, ce qui Voilà. d'ailleurs m'a valu deux, trois vents monumentaux. Enfin, deux, trois, il a fallu un moment avant que je puisse élaborer une technique d'approche qui ne fasse pas fuir les passants, puisque voilà, ils pensaient davantage à une, un membre d'une association qui souhaitait soutirer de l'argent, Ah! trouver Et des oui. soutiens financiers. Donc, il a fallu user un peu s'entraîner dans la rue et puis arrêter donc les passants avec la bonne formule. Et j'ai essayé d'arrêter devant ces œuvres un public assez hétérogène. Euh, alors évidemment, voilà, cela oblige certains individus qui n'avaient pas du tout remarqué l'œuvre à la prendre en compte, ce qui fausse un peu les choses, hein, mais bon, ça, j'en parle dans ma thèse, hein, dans voilà, les limites de ce genre de- d'approche. Mais Mmh. j'avais élaboré une série de 20 questions pour déterminer un peu le profil de chaque individu, et puis ensuite des questions plus précises sur l'art dans l'espace public en général, ou les interventions artistiques et scripturales, et ensuite en particulier devant l'œuvre devant laquelle on était arrêté. Et alors de ces enquêtes, tu en as mené combien en gros, hein? Je te dis un chiffre, Ah, alors ça, je crois que j'en ai en tout, euh, je ne sais plus combien j'en ai, je crois que j'en ai 80, ah c'est 90. c'est beaucoup, ouais, Alors oui, et ça a été long. j'imagine. Oui, c'était long, mais c'était bon, c'était intéressant. Évidemment, voilà, ça, ce sont les 80, 90 personnes qui avaient bien voulu répondre à mes questions.
D'accord. Et tu les arrêtais. Est-ce que tu as une anecdote, en fait? C'est ça que j'essaie de maintenant de. J'allais faire une circonvolution. Est-ce que tu as une anecdote de une œuvre qui a suscité une réaction amusante ou inattendue? Ah, alors oui, maintenant que tu m'en parles, il y avait une œuvre qui avait été réalisée par Yipi Yipié. C'était un pochoir d'une nonne à taille réelle donc on voyait une nonne sur le mur qui s'apprêtait à mettre une pièce dans le distributeur à préservatifs qui existait vraiment, le distributeur. Il était sur une pharmacie et donc Yipi Yipié avait fait ce pochoir d'une nonne voilà, sur le point de mettre la pièce de monnaie dans la machine. Et je me rappelle de la réaction d'une dame qui devait avoir plus de 70 ans, que j'avais arrêtée, qui n'avait pas du tout remarqué l'œuvre. En fait, elle avait été, au départ, elle était touchée de la présence de cette nonne. Elle la voyait sur son chemin quotidien. Et après, lorsque j'ai posé mes questions, petit à petit, elle a compris le geste de cette femme et elle a éclaté de rire. Et j'ai été surprise parce qu'elle était touchée, étant elle-même croyante, et elle aimait voir cette femme, mais quand elle a eu une réaction inattendue, c'est-à-dire qu'elle l'a trouvé très drôle, cette intervention, quand elle a compris qu'il s'agissait d'acheter des préservatifs. Et là, je sais pas, tu l'as précisé, c'était à Madrid ou à Grenade? C'était à Madrid, oui, Madrid. exactement. Ça, c'était dans le quartier de Lavapiés. D'accord. Et du Ouais. coup, alors, le corpus, bon, comment tu t'y es pris? Tu as 3 œuvres, tu en as 800. Pourquoi est-ce que tu as dû sélectionner? Est-ce que cette sélection, elle s'est faite en fonction de, bah, justement du nombre et de la qualité des questionnaires que tu avais pu récolter? Alors, les questionnaires destinés aux passants, ils ont tous été intégrés. Tous, parce qu'il y avait toujours quelque chose à en tirer, même si la personne interrogée n'était pas bavarde, il y avait toujours quelque chose à en faire. Sur le corpus photographique, au départ, j'avais, je crois, 1100 photos. Et donc, au final, j'en ai sélectionné une centaine dans les trois villes que j'avais décidé d'étudier, hein. C'est Roselyne Mogin qui m'avait demandé de faire un choix, puisque au départ, je voulais offrir un panorama des interventions dans l'Espagne, hein, sur toute voilà, la péninsule, ce qui était voilà, très ambitieux. Et donc, je m'étais limitée à trois villes qui étaient particulièrement touchées par le phénomène: Madrid, Grenade et Barcelone. Par contre, les enquêtes de terrain et les entretiens avec les artistes ou les scripteurs, ils ont été faits à Madrid. Ce sont des enquêtes spécifiquement réalisées à Madrid. Et alors, tu observes en dehors de la quantité, tu observes des différences dans les modalités esthétiques, discursives entre ces 3 villes? Oui, il y a des différences. On peut parler par exemple de Grenade, qui a été et encore très investi par un collectif de graffeurs qui intègre un travail sur l'écriture qui est très intéressant et qui, dans les cursives, rappelle aussi l'écriture arabe. Et donc, Mmh. on a aussi voilà, ce patrimoine, ce legs visuel qui est intégré dans les interventions à Grenade. Alors, pas uniquement, hein, bien sûr, mais il y a cette particularité-là. À Madrid, il y avait la composante politique Ouais. assez active, voilà, et assez perceptible. Et Barcelone, on peut percevoir aussi assez facilement comment dire, son statut de ville cosmopolite. On a pas mal d'intervenants et de graffeurs ou d'artistes publics qui viennent voilà, d'un peu partout. On a parfois des posters qui sont en langue anglaise, d'autres qui sont spécifiquement en catalan. Enfin, on a aussi ce mélange Ah oui. culturel qui est perceptible sur les murs de la ville.
Bon et là, en dehors du rôle important qu'a joué ta directrice, on l'a compris et puis tout ce que tu dois à ces pauvres passants, qui ont subi tes questionnaires. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des gens en particulier qui ont une influence, dans ce processus de conception et d'écriture d'une thèse dont tu voudrais nous parler aujourd'hui? Oui, oui, j'ai été, d'abord, en tant qu'étudiante de doctorat inscrite à l'université d'Angers, j'ai été, je trouve, très bien accompagnée par, l'équipe, de professeurs, de l'université d'Angers. Je pense à donc évidemment Roselyne, Éric Fiesbach, Aurora Delgado, Sandra Contamina, Antoine Fraile, Raoul Kaplan, qui ont, voilà, qui m'ont toujours offert des opportunités pour, présenter mon travail, que ce soit dans des journées d'études, dans des colloques, dans des publications. Et donc ma façon de travailler et de concevoir ma thèse, elle a évolué en fonction de leurs remarques qui étaient, toujours, constructives, bienveillantes. Et c'était pour moi très important parce que parfois, en dehors de ce cadre-là, il pouvait, y avoir, alors pas forcément de l'hostilité, mais voilà, le travail de thèse, il est fait aussi de rencontres avec des personnes qui sont moins enveloppantes. Et donc grâce à voilà, à ce cadre-là, j'ai pu, réaliser ce travail de façon assez, sereine. Et puis leur façon aussi à eux de faire de la recherche et de la transmettre, heu, de façon pointue, mais bienveillante et sémillante aussi. Mmh. On est sur une recherche qui est, voilà, qui est, agréable, faite par des personnes qui sont passionnées par leur travail. Cela aussi, ça m'a beaucoup aidée et ça a été assez déterminant dans ce travail de thèse. Alors, il y a aussi il y a d'autres personnes, dont je voudrais, évoquer, l'influence. Il y a les travaux de Jacques Terrassa et de Bernard Bessières qui ont pour moi aussi, joué un rôle essentiel, dans ce travail. Eux, ils ont démontré, toute la densité que pouvait contenir une image, et ils ont aussi fait des arts visuels hispaniques un objet d'étude à part entière. Mmh. Leurs méthodes et leurs démonstrations, elles m'ont beaucoup, pardon, influencée depuis la licence, depuis, le travail de maîtrise aussi. Et ce sont eux aussi 2 chercheurs passionnés, dont, j'admire beaucoup le travail. Et puis pour finir, je l'évoquais tout à l'heure, il y a eu aussi la rencontre, assez déterminante avec un groupe de jeunes chercheurs, à travers, l'association Adelante qui avait été fondée en 2009 lorsque je commençais ma thèse par, Eva Léger et Maëlle Maugendre, qui donc avaient créé ce groupe de jeunes chercheurs, masterants et doctorants qui travaillaient sur, l'histoire de l'Espagne contemporaine afin de créer un espace de socialisation universitaire. Et donc grâce à ces échanges, et à l'intégration, dans cette association, j'ai pu, découvrir de nouvelles façons de faire de la recherche et notamment avec, les sciences sociales, en intégrant des outils des sciences, sociales. Mmh. Ça a donc été, assez, important pour moi, de découvrir ces outils-là, d'autant que, voilà, c'est Eva Léger qui m'avait mise sur la piste de la transformation de sources orales en objet d'étude, scientifique. Et donc, pour moi, ça a été un tournant, fondamental, de pouvoir envisager de réaliser des entretiens avec les artistes et avec les passants et de pouvoir interpréter ces données et de les intégrer à un travail de thèse. Alors justement, tu parles des outils, ça c'est une question que je voulais te poser tout à l'heure. Quand tu t'es inscrite en 2008, j'imagine que, la théorie et même simplement la terminologie pour, décrire ton objet, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui parce que ça c'est quand même, alors je dirais pas démocratisé, mais disons que c'est intégré dans je pense que c'est un objet d'étude comme un autre. Maintenant, je pense pas qu'on te dise que tu travailles sur un sujet mineur. Mais à l'époque, tu t'es appuyé sur quoi comme théorie? Tu as dû aller voir du côté de, l'analyse filmique, de l'analyse picturale, te faire tes propres outils avec ton propre jargon et puis finalement, ton jargon il s'est imposé ou alors au contraire, bah, les mots que tu avais inventés finalement d'autres en ont proposé des de plus pertinents, comment?
Ah, il y a un peu de tout cela. Je me suis basée au départ sur les techniques d'analyse de l'image, et donc notamment les techniques qu'on m'avait enseignées et que j'avais pu ensuite nourrir et développer grâce à, ben, évidemment, donc les travaux de Bernard Bessières, de Jacques Terrassa. Ça, ce sont voilà, les outils qu'on a en commun, on va dire, dans les études hispaniques, nos références à nous. Et puis ensuite, il a fallu composer. Et donc, je suis allée gratter dans les ouvrages de sciences sociales pour compléter cette méthodologie. Et donc, je suis allée, voilà, je me suis auto-formée, bon, de façon euh, voilà, individuelle, mais tout en étant accompagnée par d'autres étudiants, doctorants et masterants, hein, sur la question, comme je vous disais, avec l'association Adelante. Mais il a fallu intégrer ces outils-là auxquels on n'avait pas été formé en études hispaniques. Mm. Et ensuite, qu'est-ce que c'était la deuxième partie de la question, Caroline? La deuxième partie de la question, c'était, donc tu t'es auto-formée et je suppose que Oui, pour pouvoir décrire les choses que tu avais à décrire, tu as dû te créer ton le propre jargon. outillage, ton Oui, jargon. oui, c'est Et ça. ce jargon, aujourd'hui, rétrospectivement, qu'est-ce que tu en penses? Alors, mon jargon, il est un peu obsolète, notamment, alors, j'avais souhaité conserver le terme de street art, puisque c'était un mot-clé, en fait. Il était considéré comme un mot-clé. Et en tout cas, c'est de cette façon-là que j'avais réussi, moi, à identifier des sources euh, sur les plateformes de bibliographie, sur voilà, les plateformes de bibliothèque. Et donc, ce terme-là, il est un peu, oui, obsolète. En tout cas, il est questionné. Il y a aussi des choses, voilà, je des éléments que je ne trouve plus forcément pertinents maintenant, hein, dans la thèse que j'avais rédigée. Le jargon, oui, a évolué, les concepts, et c'est vrai que de nombreux travaux universitaires maintenant ont été menés depuis la soutenance, ce qui fait que voilà, c'est venu nourrir la théorie, et il y a des choses oui, qui ont changé et que je ne reproduis pas voilà, dans mes travaux actuels. Euh, et voilà, non, pour ce qui est de néologisme, je ne pense pas en avoir créé. Euh, il y a en tout cas, pour désigner ce type d'intervention, plus que d'art urbain, moi je préfère l'expression d'art public, spontané ou non, hein, puisque l'art urbain exclut de fait les interventions qui sont réalisées dans les espaces ruraux. Mm. Mais voilà, c'est problématique, puisque là, le fait d'employer le terme d'art urbain donne une forme de prédominance à ce qui est fait dans la ville, alors que bon, ça existe aussi dans des cadres qui ne sont pas urbains. Ah oui, c'est tout à fait vrai, oui, oui, bien sûr. Donc, art public, alors, c'est le terme Oui, qu'on retient. Bon, tu en as semé quelques-unes dans les différentes réponses que tu as faites jusque-là, mais est-ce que tu vois d'autres difficultés que tu aurais rencontrées qui seraient spécifiques à ton sujet, et puis d'autres qui sont plus générales? alors en dehors de, voilà, des difficultés liées au questionnaire et Oui. à l'expérimentation, en fait, peut-être que je peux évoquer une petite difficulté qui est liée aussi à notre discipline. Lorsqu'on présente un travail, là, pour le coup, sur le graffiti ou sur les peintures murales spontanées, on peut peut-être évoquer l'attitude de certains enseignants-chercheurs non hispanistes qui voient parfois dans ce mélange des disciplines davantage une faiblesse qu'une force, et donc parfois qui ne se privent pas de le faire remarquer devant une assistance fournie. Voilà. Et quand on est doctorant, c'est toujours voilà, assez déstabilisant.
Mais sinon, finalement, le caractère expérimental, ça a été une difficulté, mais avec du recul, c'est aussi quelque chose d'assez réjouissant et motivant. Donc voilà, c'est une difficulté sans l'être vraiment. Et est-ce que tu fais partie de ces pauvres doctorants qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal à rédiger ou ça a été un lit de roses? J'ai eu des périodes d'écriture, on va dire, fluides, et parfois des moments où l'écriture m'était beaucoup plus difficile. Il y a vraiment des cycles. Je... Alors, cela dépend sûrement de chacun, hein, de chacune. On a sûrement des, euh, des façons de travailler qui sont différentes. Mais c'est en discutant justement avec ce groupe de chercheurs de l'association Adelante, je pense que c'est un phénomène qui est normal de passer par des phases de creux, bon, de doute aussi évidemment, et donc, non, je n'ai pas eu comment dire, de facilité ininterrompue à écrire. Il y a eu vraiment des phases très différentes en fonction des rencontres aussi que je faisais, qui pouvaient générer voilà, beaucoup d'éléments, de réflexion, de pensée que je pouvais euh, fixer comme ça sur le papier assez facilement et parfois des moments de blocage, voilà, de doute. Hein, et pour le coup, ça bloquait aussi l'écriture. Donc voilà. Alors, venons-en à la soutenance. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Oui, les professeurs qui composaient mon jury étaient Bernard Bessières, Manuel Pelloal, dont je connaissais les travaux en histoire de l'Espagne contemporaine et avec aussi les cahiers de civilisation espagnole contemporaine, mais que je ne connaissais pas encore personnellement. Elle ne travaillait pas encore à l'Université d'Angers. Il y avait aussi Christine Rivalan-Guégo de l'Université de Rennes 2 et Jacques Terrassa. Alors, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée? J'en garde un souvenir impressionnant et très émouvant parce que j'étais accompagnée des miens, de ma famille, de mes amis. Et je me rappelle aussi de ma réaction lorsque Roselyne Mogin m'avait annoncé que Bernard Bessières et Jacques Terrassa acceptaient de faire partie de mon jury de soutenance. Ça avait dû me faire l'effet d'une enfant à qui on annonce que Platini et Zidane venaient assister à mon entraînement comme joueuse de foot. Ça avait dû faire à peu près le même effet. Donc voilà. Donc, bon souvenir. Oui, oui. Bien. Et alors aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que la chercheuse et l'enseignante continuent d'être influencées par la thèse? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être enseignante-chercheuse, d'avoir été recrutée comme enseignante-chercheuse. Et je garde un peu comme un phare, en fait. J'aspire à travailler de la même façon que travaillait l'équipe dans laquelle j'ai réalisé mon doctorat, c'est-à-dire l'équipe angevine. J'essaie de travailler de façon coopérative, respectueuse avec mes collègues, avec les étudiants. Et puis, j'essaie aussi d'explorer de nouvelles pistes de recherche, de ne pas voilà, rester sur comment dire, les outils qui sont propres à la LCER. Et là, notamment, enfin, je suis intéressée par les approches qui sont faites en sciences, dans les arts plastiques, les arts appliqués et notamment la recherche-action et la recherche-création. Eh ben, tu peux nous décrire un petit peu qu'est-ce que tu fais, et comment est-ce que ça nourrit tes recherches et le cas Mhm. échéant, ta pratique d'enseignante? Alors, pour ce qui est de la recherche-action, je me suis engagée là dans un collectif qui organise un festival dans la ville de Quimperlé. Et une partie de nos activités consiste à organiser des interventions d'art pictural dans l'espace public. Et c'est une façon, en fait, voilà, de concrétiser aussi cet objet d'étude et de pouvoir en faire bénéficier un public plus large, puisque
Euh, on va dire ce qui me frustre dans la recherche parfois, c'est qu'on peut passer beaucoup de temps à organiser des manifestations scientifiques. On peut aussi inviter les personnes extérieures à se rendre à ce type de manifestation, mais malheureusement, beaucoup ne franchissent pas le pas, pensant que voilà qu'on est sur un langage cryptique, ce qui est parfois le cas en effet. Et donc, on se retrouve à organiser des journées d'études auxquelles assistent finalement très peu de personnes, et, souvent des pairs. Et donc, cette façon d'exporter, de sortir de l'université et Ouais. d'organiser concrètement pour une ville, une manifestation d'art dans l'espace public, ça me semble être assez intéressant et c'est une autre façon finalement aussi de faire de la recherche, d'exploiter certains éléments. Et puis pour ce qui est de la recherche création, euh, voilà, bah, à titre personnel, je continue de dessiner, de faire des, des, euh, des ébauches d'éléments, de choses voilà, qui me permettent aussi de me mettre un peu à la place, même si je ne suis pas Mm. artiste, voilà, de me mettre à la place de de ces intervenants dont j'étudie le travail. Et les étudiants, alors, j'imagine que ça doit beaucoup, beaucoup les intéresser, ces sujets. Est-ce que tu as l'opportunité dans tes cours d'en parler ou pas? J'ai l'opportunité d'en parler de façon, alors je ne veux pas trop les bassiner puisque mes étudiants sont en langues étrangères appliquées. Ça les intéresse, c'est vrai, mais les pauvres, Mm. voilà, je ne veux pas trop les bassiner avec ce sujet. En revanche, depuis 3 ans, je coordonne un module dans une école universitaire de recherche qui a été créée à Rennes 2, école universitaire de recherche sur les approches créatives de l'espace public. Et donc, je suis responsable d'un module sur les interventions picturales et scripturales et leurs interactions avec le public et la ville en général. C'est-à-dire quelles sont aussi les interactions avec les institutions. Il y Ah a oui. aussi cet élément-là qui est étudié. Et donc, on met en place des séminaires avec des praticiens, des théoriciens. Et ces séminaires sont destinés, là, pour le coup, à des étudiants qui ont choisi d'étudier l'art dans l'espace public. Donc, ne le subissent pas, Ceux-là, ils en sont OK principe. pour être bassinés. Voilà, Mm. c'est ça, voilà. Oui. Bon, alors, c'est la question difficile pour certains, facile pour d'autres. Est-ce que tu as relu ta thèse? Je l'ai relue en partie. J'ai commencé à la relire puisque je souhaitais éditer ma thèse. Mais le problème, c'est que justement, certains éléments sont devenus obsolètes. Il faudrait remanier ma thèse et cela demanderait un travail assez long. Donc Mm. j'ai arrêté la relecture hein, puisque ça m'a un peu désespérée. Je n'avais pas le temps de refaire ce travail-là et donc je ne l'ai relu qu'en partie pour constater que, bon, oui, certes, certains éléments pouvaient être encore d'actualité, mais qu'il fallait quand même en remanier une partie. Alors ça c'est quelque chose, bah oui, l'obsolescence de ce là, tu es sur la brèche de ce qui se fait ici, maintenant, donc forcément, C'est l'ici et ça. maintenant, ça va vite. Oui, Donc c'est ça, vrai. tu n'y es pour rien. Mais est-ce que, enfin, non pas que la deuxième question, tu y serais pour quelque chose, mais disons que c'est quelque chose de plus personnel. Est-ce que tu avais déjà pris de la distance quand tu as commencé à relire? Est-ce que tu avais déjà pris de la distance par rapport à la chercheuse que tu étais à l'époque? Ou est-ce que tu t'es Hum, retrouvé, tu t'es dit: «Ah oui, ça c'est bien moi», ou alors: «Enfin, comment j'ai pu écrire cette chose-là?» ou que c'était naïf ou, parce qu'on est nombreux comme ça à prendre du recul par rapport à son travail, à sa façon de procéder. Donc est-ce que tu fais partie de ces gens-là ou pas? oui, j'ai pris de la distance. Alors c'est vrai que lorsque je relis même donc la thèse que j'ai relue en partie ou certains articles hein, que j'ai pu publier pendant que je faisais ma thèse, il y a des éléments qui sont, oui, qui relèvent de la naïveté ou parfois euh, comment dire, d'une certaine forme de rigidité, c'est-à-dire que comme je ne m'appuyais pas sur de nombreux ouvrages scientifiques sur le sujet, il y a voilà, des éléments que j'affirme et que je n'affirmerai pas de cette façon maintenant qu'il faudrait davantage nuancer.
Par contre, j'essaie de ne pas m'auto-flageller, de considérer que, tu vois, c'est beaucoup Roselyne aussi, hein, qui m'aide encore. Voilà, je garde en tête le fait d'avoir à l'esprit que j'étais doctorante, que j'étais en phase d'apprentissage. Bon, on l'est encore, hein, toujours, mais du coup, voilà, d'avoir un peu de, euh, de bienveillance, on va dire, Ben oui. et de ne pas être trop critique. Il y a évidemment des choses que je changerais. Évidemment et du coup, alors en général pour que je comprenne bien le type de rapport que vous avez, que moi je sais avec votre thèse, elle est où physiquement? Le volume, il est où? Il est au fin fond d'une cave, et tu l'exhumes une fois tous les 36 du mois quand tu as besoin d'une référence bibliographique? Ou est-ce qu'elle est dans ta bibliothèque parce que c'est un bébé que tu assumes? C'est un bébé que j'ai dans ma bibliothèque, que je ne sors pas beaucoup, assez rarement. Par contre, donc j'ai la copie encore sur mon ordinateur qu'il m'arrive de consulter, notamment pour la bibliographie, tu le disais. Et puis, lorsque parfois je vais rédiger un article ou rédiger un exposé, certains éléments parfois peuvent m'être utiles, donc je peux la consulter voilà, sur des morceaux bien précis. Euh, Elle est là. Elle est là, elle est présente, mais voilà, la tranche, c'est un gros scotch noir, donc elle est là, mais de façon assez discrète dans la bibliothèque. D'accord, c'est le scotch noir. Le Heu, scotch noir. quels sont les conseils que tu donnes, que tu donnerais à des doctorants? Bon, ne pas se laisser décourager, les moments de doute, les blocages et parfois même le renoncement, ça fait partie, je pense, enfin, le renoncement, comment dire, l'idée de renoncer fait partie du processus. C'est un travail qui est très long et donc qui est loin d'être uniforme. Et donc, il faut aussi accepter les moments de faiblesse. Ça arrive et c'est normal. Donc, ne pas renoncer. Le deuxième conseil, peut-être que je conseillerais aux doctorants de ne pas se laisser démonter face à des remarques d'enseignants-chercheurs un peu péremptoires ou parfois désobligeantes. Accepter bien sûr les critiques constructives et puis peut-être apprendre à réfuter poliment, cordialement des remarques d'enseignants-chercheurs qui parfois sont davantage à la recherche voilà, d'un public et veulent démontrer leur autorité plutôt que de faire avancer réellement les choses. Ça peut arriver et voilà, il ne faut pas perdre ses moyens et ne pas se décrédibiliser voilà, être trop critique euh, face à ce type de cas. Et puis, essayer peut-être, comme dernier conseil, de constituer un réseau, de s'habituer à travailler en collectif. Et par exemple, constituer un réseau de doctorants, de masterants, de jeunes chercheurs, ça permet, moi en tout cas personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Ça permet aussi voilà, d'échanger sur de nouvelles méthodologies, d'échanger des bibliographies et puis s'entraider, s'appuyer mutuellement, c'est vraiment très important. Alors maintenant, est-ce que tu peux ouvrir le manuscrit à la tranche noire parce que ou ton fichier si tu préfères la version électronique, pour nous lire la 1re phrase de ta thèse, la première phrase de l'introduction ou la deuxième et troisième s'il te semble que ça fait davantage sens et puis surtout que tu nous en fasses un petit commentaire rétrospectif. Qu'est-ce que tu en penses de ce début? Alors, je vais suivre la consigne et lire la première phrase de ma thèse. D'accord? OK. Euh, L'espace public urbain en Espagne est modifié depuis les années 1980 par la multiplication de signes transgressifs. Des graffitis signatures, les inscriptions sur les murs publics se sont muées peu à peu en une forme esthétique plus consensuelle. Nous parlons alors de street art. Les matériaux et les techniques utilisées se sont diversifiés. Les tags réalisés au marqueur ou les graffitis à la bombe de peinture restent d'actualité, mais rivalisent à présent
avec d'autres formes d'inscription publique. C'est un résumé, c'est une amorce plutôt qui, voilà, qui est pragmatique, on va dire, Mhm. qui, pour le coup, n'est pas trop polémique, en tout cas à mon sens. Elle reste assez générale pour être encore d'actualité. Peut-être simplement l'affirmation de l'utilisation de l'expression street art voilà, qui pourrait être modifiée, mais voilà, c'est une amorce qui, euh, qui reste assez Efficace. générale et donc acceptable, on va dire. Et est-ce que tu as l'impression qu'en Espagne aujourd'hui se fait des choses toujours aussi intéressantes, amusantes, stimulantes que à l'époque où tu faisais ta thèse? Oui, les choses évoluent et c'est intéressant. Il y a de nouvelles pratiques. En fait, c'est inépuisable ce sujet finalement, puisque on a des artistes qui ont fait évoluer les choses en intégrant, par exemple, les outils numériques, en proposant de scanner un QR code à côté d'une œuvre pour avoir soit une information périphérique, soit une musique pour accompagner la découverte de l'œuvre. On a des artistes qui s'amusent aussi à, à peindre voilà, des interventions de grandes dimensions, mais des objets qui sont assez surréalistes. Voilà, les choses évoluent et c'est toujours très stimulant de travailler sur ces interventions dans l'espace public. Alors, tout à l'heure, t'as dit quelque chose, tu as dit avec un petit sourire en coin. Donc, moi, un Oui, petit sourire en coin, ça éveille ma curiosité. Oui, alors j'ai été amenée vers ce sujet parce que ça m'a toujours intéressée, etc. Et que moi-même, je faisais, alors je sais plus très bien les termes que tu as employés, mais des graffitis, bref, tu vois, je vais ironiser en disant des gribouillages dans oui, l'espace public. Alors, tu oui. faisais, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu racontais sur les murs de ta ville? Alors, pas grand-chose. Je posais une signature. Et donc, je taguais principalement avec mon feutre. Et comme j'étais amenée à voyager beaucoup, j'avais l'occasion de pouvoir voyager, eh bien, je laissais ma signature sur certains supports dans l'espace public des villes que je visitais, mais des supports voilà, qui sont liés en fait c'est dans la pratique du tag, qui font référence en fait à l'extension de la ville, des panneaux de métal, des parpaings, voilà, pas des éléments patrimoniaux. Je ne suis pas allée taguer des statues, des monuments, rassure-toi, Caroline, mais voilà, j'ai pratiqué et voilà, c'est voilà, un exercice de calligraphie que j'ai apprécié faire. Alors, c'était quoi la démarche? C'était inscrire ton temps, ton lieu tu vois, dans du concret, ou tu avais l'impression de faire vraiment un acte transgressif? Moi qui suis une trouillarde et qui, quand ça se fait pas, ça se fait pas, j'aurais jamais osé faire un truc pareil. Mais du coup, toi, c'était quoi la démarche? Et je pense qu'il y avait un peu des deux, c'est-à-dire l'idée de figer une présence Mm. euh, dans un lieu particulier, lié à un souvenir particulier, et évidemment avec la plus-value de ce piment de réaliser un acte transgressif aussi. D'accord. Bon, alors, pas dans le Colegio d'España C'est pas quand la, moi en tout cas. quand la SHF se réunit, hein. Non. Voilà. Bon, écoute, Anne, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien et d'avoir accepté de participer au projet. Et vraiment, ton sujet est passionnant. Et j'espère que plus personne n'en rigole parce que c'est vraiment, je pense, très, très, très bien de travailler sur ces choses-là. Donc, merci Mer- beaucoup. Mais merci beaucoup, Caroline, vraiment, parce que moi j'étais très touchée que tu me demandes de parler de ce travail. Et puis, tu vois, oui, je sais qui y a participé et ça me touche d'autant plus, voilà,
d'avoir parlé de ce travail. Ça me touche aussi, tu vois, de pouvoir parler de Roselyne, de l'équipe d'Angers, et voilà, des personnes qui ont compté pour ce travail. Donc, voilà, ouais. Faut dire que l'équipe d'Angers, ils sont quand même très, très, très bien, très, très Mm. sympathiques. Et je comprends que, Oui, on fasse sa thèse dans d'excellentes conditions oui, quand on est oui, là-bas. Ça m'étonne oui, pas. vraiment, oui.